et bienvenue dans ce nouvel Associ. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Fédération régionale corse des guides interprètes. Alors, je suis en compagnie d'Isabelle Flores. Bonjour. Bonjour Daniel. Alors, vous êtes guide interprète en Corse. Oui. Et vous allez donc nous présenter l'association que vous présidez. Voilà, c'est l'association de la Fédération des guides. Alors effectivement, maintenant, on a le titre de guide conférencier, même si on a gardé dans le nom de l'association guide interprète. Donc c'est une fédération qui a été créée en 1997 et qui est affiliée à la Fédération nationale, donc qui a pour sigle FNGIC. C'est vrai que c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Donc c'est Fédération nationale des guides interprètes conférenciers. C'est récent ce changement, Oui. oui, ça date de 2013. Voilà. Donc il y a eu énormément de modifications depuis la création des cartes de guide dans les années 80. Après, il y a eu une modification en 92, en 94, et là, la dernière, c'est en 2013. Et on a failli en avoir une aussi en 2016. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et est-ce que c'est la seule association en Corse où vous représentez juste la Balagne? Non, alors la fédération régionale, elle fait vraiment toute la région corse. On est à peu près 85 pour 2015, ce qui fait à peu près 85% des guides qui ont leur diplôme, qui font partie de la fédération. Il n'y a qu'une fédération, mais à l'intérieur, vous avez des associations de guides professionnels, vous avez des gens qui travaillent en individuel, ça c'est par rapport à leur façon de travailler. Mais la fédération, elle prend en compte tous les guides diplômés. Voilà. Est-ce que vous êtes présidente depuis la création de cette association? Non, je suis la deuxième. La première présidente qui a été présidente pendant 8 ans, c'était Valérie Le Tendor, donc qui est de Bastia. Et puis après, j'ai pris la place, voilà, il y a 10 ans maintenant. Alors dites-nous, pourquoi la fédération, maintenant, pourquoi elle est intégrée dans la FNGIC? Depuis la création, en fait, depuis 1997, parce que la Fédération nationale a été créée en 1981, et là, elle est présidée depuis 20 ans donc, par Armel Villepelé, pardon, parce qu'à chaque fois son nom, je l'écorche. Donc Armel a fait un énorme travail avec le bureau au niveau national. Puis là, ils ont énormément de réunions avec les différents ministères. Donc nous, on a décidé d'adhérer à cette fédération nationale qui correspond à notre façon de travailler en Corse, comment on voit le métier surtout, parce qu'on a pris quasiment les mêmes buts au niveau de l'association, c'est-à-dire la promotion et la valorisation de notre métier. Justement, je voulais vous demander quelle mission s'est fixée l'association exactement? C'est ça, promouvoir notre métier, parce que il y a des gens qui ne savent pas la plupart du temps que les guides doivent avoir un diplôme pour exercer. Donc déjà ça, il faut l'expliquer. Et puis essayer aussi de nous promouvoir pour que les groupes, les individuels, enfin les différents types de clientèle qu'on reçoive soient tentés de prendre un guide pour visiter la Corse, quoi. Bien sûr. Et est-ce que votre fédération a un agrément? Et elle dépend de quel ministère? Alors, on n'a pas véritablement d'agrément. On dépend, alors, c'est assez compliqué, on dépend du ministère du Tourisme, tout en faisant partie aussi au niveau des réformes, au niveau des contacts du ministère de la Culture. Voilà. Et puis après, ça dépend aussi beaucoup du gouvernement, soit on dépend du tourisme, soit on dépend de la culture, c'est très variable. Alors, ça change. Isabelle, comme vous êtes une association, vous êtes à but donc non lucratif. Ah oui. Ça c'est extrêmement important au niveau de la fédération. Au niveau national aussi, c'est ça qui prime. On a bien sûr une cotisation qui est demandée tous les ans, qui n'est pas excessive, qui est de 20 €, voilà, pour que tout le monde puisse la payer. On est dans une démarche, je dirais presque un peu comme les confréries, parce qu'il y a des guides qui n'ont pas énormément d'argent, donc il faut pouvoir payer la cotisation. Et nous, on n'est pas là pour promouvoir au niveau commercial, on est là pour promouvoir le métier. Au niveau commercial, ça c'est encore autre chose, c'est le rôle des guides par eux-mêmes, de le faire. Bien sûr. Et comment sont rémunérés alors les guides?
Alors, les statuts il y a deux choses. Il y a la rémunération et les statuts fiscaux. Donc, on a plusieurs statuts. Vous avez soit la profession libérale, donc qui est le plus commun. Après, vous avez les auto-entrepreneurs. Donc, quand le titre d'auto-entrepreneur a été créé, il y a beaucoup de guides qui se sont mis en auto-entrepreneur. Après, vous avez quelques guides qui sont salariés, mais ça, c'est très rare, très très rare en Corse. On a quelques guides qui font partie de structures officielles comme dans les offices de tourisme, voilà. Et puis au musée de la Corse aussi. Donc là, ils se sont salariés, mais ils font partie de la fédération, ils sont guides, donc il n'y a aucun souci. Et puis il y a quelques guides qui sont en intermittent, donc qui travaillent de façon différente. Mais on est obligé d'avoir un statut quasiment de non-salarié et de trouver des solutions. Voilà. Et la rémunération, par contre, là, oui, elle est différente. Est-ce que vous diriez que c'est une nécessité d'adhérer à la fédération ? Ben pour moi, oui. En tant que présidente, je trouve que c'est une nécessité. Et puis, bon, je suis là depuis la création. Hein. Quand on a créé en 1997, j'étais présente. Et c'est pour ça que je me suis aussi impliquée, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, dans cette fédération. Ouais, je pense que c'est une nécessité pour plusieurs choses. Déjà parce que on fait partie d'un groupe, voilà, et puis les gens peuvent être au courant de tout ce qui se passe, d'un point de vue politique, d'un point de vue législation, d'un point de vue pratique aussi, des choses très très simples, comme lorsque la route du Cap Corse a été barrée, ou quand vous avez la route en Castaniche au-dessus de la Porta qui est barrée. Donc nous, on est au courant au niveau du bureau de la fédération et on peut le signaler à tout le monde, parce que on ne peut pas passer avec un car, on ne peut pas passer avec certains véhicules. Donc voilà, on a ce différent rôle, c'est-à-dire d'informer sur plusieurs niveaux, et puis au niveau de la formation. Voilà. Finalement, vous êtes le sommet et vous envoyez aux ramifications les informations, en quelque sorte. Les informations très très diverses. Bon, tout ce qui était manifestation aussi, là, ces derniers mois, on était le relais. Et puis, on fait aussi les formations continues, parce que c'est pas parce que vous avez votre diplôme que vous avez la science infuse, et puis les recherches, que ce soit historiques, économiques, archéologiques, changent tout le temps. Donc il faut absolument se tenir au courant, se maintenir informé. Donc on fait des formations continues à travers toute la Corse. Alors justement, on va parler de votre profession. Et tout d'abord, dire quelle est la différence entre guide-interprète et guide-conférencier. Alors maintenant, il n'y en a plus, en fait. Depuis la réforme de 2013, donc avant, vous aviez les guides interprètes régionaux, les guides interprètes nationaux. Vous aviez aussi ce qu'on a en Corse, hein, des guides locaux et des guides auxiliaires. Donc il y avait énormément de cartes. Et au niveau gouvernemental, donc ils ont décidé de faire une unification. Et là, donc, on est arrivé donc à la carte de guide conférencier. Alors, ils n'ont pas mis interprète. Bon, ça, on le regrette un petit peu, mais on ne peut pas toujours choisir. Mais automatiquement, les guides ont une langue au minimum étrangère. Et donc, ils peuvent pratiquer. C'est le critère. C'est le critère, oui. Requis, quoi. Et puis, c'est très important, parce que dans toutes les zones touristiques, vous recevez des gens qui parlent des langues très, très différentes. En tout, sur la fédération nationale, donc il y a plus de 35 langues qui sont proposées, avec des langues parfois un peu étranges. Et puis, nous, on en a 6 voilà, qui sont proposées. Et le corse, hein, bien sûr, il n'y a pas une langue étrangère, mais voilà, on propose aussi des visites en Corse. Combien vous êtes amené à parler de langues? Après, ça dépend des gens. On ne vous impose pas un quota. Vous décidez d'être guide. Vous devez parler, je dirais, au minimum une langue étrangère, minimum. N'importe laquelle. Alors là, il n'y a aucun critère là-dessus. C'est n'importe laquelle. Et vous êtes obligé de parler une langue. Bon, nous, en Corse, on a l'anglais, l'italien, l'espagnol, le russe, le portugais, l'arabe, le corse. Et voilà. C'est déjà pas mal. Mais on n'arrive pas toujours à répondre à certaines demandes. On peut avoir aussi du chinois s'il faut. Voilà,
Mais par exemple, on n'a pas de japonais, on n'a pas de flamand, flamand ou hollandais, alors qu'on a des demandes, mais bon. Et puis là, il y a eu aussi quelques démarches qui vont être faites avec le polonais. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des gens qui s'inscrivent à l'université et qui fassent des langues étrangères. Alors vous me tendez la perche justement pour les personnes qui nous regardent dans le but de vouloir pouvoir un jour faire ce métier. Quel cursus doit-on faire? Alors, donc pour l'instant, il faut s'inscrire à l'université à Corté. Donc on a son bac en poche déjà. Ah, c'est bac plus 2. Bac plus 3, pardon même. C'est bac plus 3 maintenant. Donc c'est bac plus 3 et il faut s'inscrire. Donc après, je reprends. On est au bac, on a son bac en poche. Oui. On va suivre le cursus quoi, langue étrangère au départ? Il n'y a pas vraiment de filière à suivre. Moi, ce que je conseille, c'est soit langue étrangère, histoire de l'art, voilà, culture corse. Il y a plusieurs diplômes que vous pouvez faire. Après, ce qu'il y a de plus simple, ça serait quasiment un BTS tourisme, hein, parce que ça vous donne aussi des informations sur le tourisme en général et pas uniquement au niveau patrimoine. Et puis, et après, s'inscrire à l'université. Voilà. Donc, le mieux quand même, c'est quand on s'inscrit à l'université, c'est d'avoir un bagage sur la culture générale et sur le tourisme. Ça, c'est mieux. En effet, sinon... mais il faut apprendre beaucoup après. Est-ce que vous pensez que ce métier, il y a aussi à la base, quand on choisit d'aller dans ce métier, il y a les langues, on va dire, parler les langues étrangères, mais aussi l'amour du patrimoine, de la culture aussi? Ah mais c'est nécessaire. C'est pas uniquement, je dirais même, c'est pas uniquement la langue. Avant la volonté d'être guide, quoi. Voilà, la première des choses, c'est aimer le patrimoine, que ce soit le patrimoine matériel ou immatériel. Il faut aimer la culture en général. Il faut aimer aussi parler des traditions, de l'économie, de la nature. Bon, en Corse, en plus, on est très privilégié à ce niveau-là. Donc, il faut connaître les plantes, il faut connaître les forêts. Enfin, il y a énormément de sujets à aborder. Vous faites connaître aussi la faune, la flore. Et oui. Les gens sont très demandeurs lors des visites. Oui. Sur les paysages et sur la nature, énormément. Parce que c'est d'abord grâce à ça qu'ils viennent en Corse. Et après, une fois qu'ils sont sur place avec un guide, eh bien là, ils s'aperçoivent qu'il y a tout un patrimoine. Bon, le patrimoine immatériel, la culture corse, on en parle suffisamment au niveau national, mais ce patrimoine aussi bâti, que ça soit religieux ou non religieux, ils ne s'y attendent pas. Et c'est à nous de faire cette démarche, de les amener à visiter et à comprendre aussi pourquoi et comment il y a des villages, il y a des citadelles, il y a des chemins de transhumance. Donc tout ça, c'est à apprendre et puis à faire partager avec les gens. Quels sont, on va dire, les plus gros sites que vous faites visiter en général? Bon, le site le plus prisé parce que il y a l'image de Napoléon, c'est bien sûr Ajaccio, voilà. Avec le monde des croisières aussi, parce qu'il y a énormément de croisiéristes qui viennent sur Ajaccio. Le site qui fait le plus rêver les gens, ce sont les falaises de Bonifacio. Là, c'est vraiment grandiose pour eux, et les calanques de Piana. Voilà, ça, on peut dire que ce sont les 3 sites les plus... et chez nous, en Balagne, il n'y a rien qui... Alors après, oui, bien sûr. Non, je pas, voilà. Non, alors en Balagne, ce que les gens aiment, c'est l'ensemble de la Balagne. C'est-à-dire qu'ils ont la géographie peut-être aussi. La géographie, la mer, la montagne. Et quand vous leur expliquez, voilà, qu'en 15 km, ils passent de plages sublimes à la campagne avec les champs, les vignes, les oliviers, et puis ensuite ils arrivent dans les montagnes, les forêts, et puis le GR, ils sont éblouis. Voilà. Donc c'est vraiment l'ensemble entre. Et puis il y a une vraie interaction en Balagne entre les villes côtières, donc Calvi, Algajoul, et puis l'île Rousse, et puis les villages. Et c'est ça qu'ils apprécient beaucoup. La Balagne, c'est. Alors il y a des sites, bien sûr, qui sont très très prisés, et la région que les gens préfèrent, c'est la Balagne. Voilà. Mais dans son ensemble. C'est ça qui est bien. On est dans un bel endroit, il faut le reconnaître, même si la Corse entière est magnifique. Oui. Isabelle, depuis le nombre d'années où vous exercez ce métier, par rapport donc aux estivants que vous guidez, il n'y a pas d'autre mot,
on va dire, quelle nationalité est le plus intéressée par notre culture? Je- Est-ce qu'il y en a qui sont plus détachés, je veux dire, ils suivent le guide, bon, mais ceux Non. qui vous questionnent, il n'y a pas une Non, nationalité qui ressort. plus Non. curieuse qu'une autre? Je, je pense que c'est une question de personne, c'est pas une question de nationalité. Voilà. Et Vous repérez dans votre groupe la très personne vite. déjà qui aime... Oui, avec l'expérience très vite. C'est vrai? Oui, oui. Oui, qui va vous poser plein de questions et qui veut tout savoir et tout le premier jour en plus, souvent dans les 3 heures après leur arrivée, ils vous posent toutes les questions possibles et bon là vous pouvez pas répondre toujours tout de suite. Mais non, il n'y a pas une nationalité en particulier parce que c'est une question de gens qui s'intéressent, qui ont envie d'apprendre. Je dirais que à peu près tout le monde a envie d'apprendre quelque chose sur la Corse, mais sur des sujets différents. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est valorisant Ah oui. d'avoir justement des personnes, pas de dire je suis guide, je promène mon petit groupe, je parle dans le vide, personne ne m'écoute. Là, le fait d'avoir des personnes attentives qui posent des questions, vous vous dites je suis vraiment là, j'aime faire mon métier, j'apprends aussi. Et je suis utile. Voilà, je suis utile. Oui, oui, tout à fait. Et puis, bon, on a une idée assez erronée souvent des groupes, parce que quand vous faites la visite pour un groupe, hein, beaucoup de personnes pensent que tout le monde va vous suivre. Non, ce n'est pas une obligation de suivre un guide pendant la visite de Calvi. D'abord, il y a des gens, par exemple, qui ont des difficultés à marcher, donc qui ne vont pas le faire. Et puis après, il y a des gens qui n'ont pas envie, qui ont juste envie d'aller faire les magasins, voilà, leur balade tranquille. Donc, ils ne suivent pas systématiquement le guide. Pour moi, c'est pas grave hein, s'ils veulent pas suivre. Ce sont aussi leur séjour, c'est leur voyage, c'est leurs vacances, donc ils font quand même un peu ce qu'ils veulent. Mais donc il faut avoir cette idée que c'est pas parce qu'on voyage en groupe hein, qu'on est obligé de suivre tout le temps et de suivre, de suivre certaines règles, oui, mais de suivre tout, en permanence les gens. Non, non, c'est pas vrai. Donc ceux qui vous suivent, c'est ceux qui sont intéressés. Et comment généralement on vient vers vous pour que vous puissiez travailler, faire votre Alors là, métier? c'est très varié parce que vous avez déjà donc, des agences hein, en Corse, hein, bien sûr, donc qui travaillent avec les guides en Corse. Et puis, grâce à la fédération, donc il y a un listing. Donc, on peut prendre aussi les gens suivant les langues. Et puis après, c'est suivant les affinités personnelles. Hein. Vous travaillez aussi avec des gens en général qui vous plaisent, qui conviennent aussi à votre clientèle. Donc vous avez les agences corses qui contactent les guides en direct. Après, vous avez des agences du continent, donc soit qui ont déjà leur réseau sur place ou qui peuvent faire appel effectivement à la fédération. Donc dans ces cas-là, comme je vous ai dit, on n'a pas de lien commercial. Hein. Donc on leur envoie la liste des guides et là, ils peuvent contacter les guides. Et puis, on travaille aussi pour beaucoup avec les offices du tourisme, mais là, dans un autre secteur, au niveau des individuels. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, vous avez différents publics qui viennent à vous. Oui, très très variés. Oui. C'est-à-dire, vous avez quelle catégorie? Les groupes, donc vous parlez de personnes individuelles, oui. Vous pouvez travailler pour, au minima, pour combien de personnes? Pour une. Hein. Ça vous est arrivé? Ah, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui. Grâce aux offices de tourisme ou avec, par exemple, dans des circuits privés. Il y a des gens qui demandent un guide pour eux tout seuls, avec une voiture privée. Et donc, vous leur faites visiter, en général, la micro-région, mais ça peut être aussi sur plusieurs jours. Ça arrive. C'est une autre manière de travailler comme ça, n'a rien à voir. Tout petit. Oui. Ouais, ça n'a absolument rien à voir. C'est plus agréable peut-être. Je ne dis pas que c'est plus agréable, parce que moi j'aime bien aussi, et puis je pense que mes collègues sont pareils, ils aiment bien travailler avec les groupes. C'est juste que vous avez beaucoup plus d'interactions avec une seule personne et qu'il faut être extrêmement disponible, parce que là, la personne vous sollicite en permanence. Et en plus, comme ils ont fait la démarche, que ce soit pour un tour privé ou avec les offices de tourisme, ils ont fait la démarche d'avoir un guide. Donc, il faut vraiment, vraiment parler tout le temps et puis s'adapter aux besoins de la personne. Parce qu'ils ont des besoins un peu différents qu'avec les groupes. Voilà. Donc, il y a un critère recommandé aussi pour être guide, c'est aimer parler. Il faut aimer les gens. Je pense le contact. Avant toute chose, avant d'aimer le patrimoine, avant d'aimer parler les langues étrangères, la première des choses, aimer les gens. Et moi, c'est ce que je dis, voilà,
c'est ce que je dis aux jeunes guides qui arrivent, si vous n'aimez pas les gens, c'est pas la peine de faire ce métier. Et est-ce que vous aimez toujours les gens sympathiques ou pas forcément? Comment? Vous savez, on fait référence à quelque chose, on se comprend. Ça, c'est pour ceux qui nous écoutent. On fait une petite aparté. Alors, Isabelle, est-ce que vous diriez que votre métier, finalement, est un métier annuel ou saisonnier? Est-ce qu'on peut arriver à en vivre? Alors, toute l'année? d'un point de vue fiscal, automatiquement, c'est annualisé maintenant. D'un point de vue pratique et réalité, c'est un métier saisonnier parce qu'on n'a pas des touristes toute l'année Ouais, bien sûr. en Corse. Et ça, c'est pas faute d'avoir essayé. La fédération fait partie d'un groupement aussi au niveau régional pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'il y ait du tourisme toute l'année. On a des Et que contacts depuis quelques années, privilégiés. ça c'est quand même un petit peu, on va dire, la saison c'est quand même un peu plus étalé. Alors ça, c'est étalé jusqu'à 2014. Hein. Et après, depuis l'année dernière, ça s'est aussi pas mal restreint. C'est ça le problème, c'est qu'on ressent aussi les effets certainement Bien de la sûr, crise ouais, économique, exactement. de tout ce qui peut se passer aussi dans le monde. Il y a un Bien effet sûr, boomerang bien qui sûr. est parfois un petit peu plus long qu'ailleurs, mais qui existe, quoi. Et puis, voilà, avec beaucoup d'associations, de fédérations, comme avec l'UMI par exemple, donc l'Union des hôteliers, on essaye de trouver des solutions pour étaler la saison. Après, il y a le problème des transports qui joue énormément, parce que les gens arrivent automatiquement, donc soit par avion, soit par bateau. Donc, toutes ces problématiques n'est pas de notre ressort, Bien sûr. mais ça C'est joue vous et qui- c'est voilà, nous qui, soit en subissons ressenti, voilà. en subissons les conséquences à un moment ou à un autre. Donc on est vraiment dans un métier saisonnier avec donc une saison qui va de Pâques en général, donc après ça dépend quand arrive Pâques, jusqu'au 15 octobre. Et puis suivant où vous habitez, vous n'avez pas aussi la même saison. Ceux qui sont sur Ajaccio et nous aussi en Balagne, on a aussi quelques solutions pour travailler en juillet-août, mais en juillet-août, il n'y a pas de groupe. Donc les personnes qui habitent à l'extérieur, même si elles se déplacent, c'est un peu compliqué d'avoir une saison pleine d'un bout à l'autre de la saison touristique. Est-ce que ça vous arrive, on va dire entre guillemets, de vous exporter sur le continent? Ça arrive, bah oui, il y a les Corses qui Oui. voyagent. Hein. Oui, non mais pour, je veux dire, de manière à travailler quoi. Travailler, alors C'est on dans a... ce sens-là que je disais, si vous avez, bon ben, justement, malheureusement, l'année n'est pas complète pour vous, pour le boulot, oui. et d'aller travailler dans d'autres régions, quoi. Alors, il y a, sur la fédération, il y a 2 personnes hein, qui sont à moitié sur le continent, à moitié ici, mais bon, ce sont des personnes qui ont de la famille autant ici que là-bas, et elles sont célibataires. Alors, dès que vous avez une famille, c'est plus possible, quoi. Voilà, vous avez des enfants, elles sont scolarisées, vous êtes obligé de rester là à l'année. Donc, compléter avec autre chose, c'est pas possible. Voilà. Parce qu'en plus, il faut, même si vous partez sur le continent, il faut quand même connaître la aussi région. les autres régions, même si d'un point de vue légal, avec ce titre hein, de guide conférencier, Vous pouvez le faire. On peut le faire, voilà. Après, comment est-ce qu'on va faire ressentir une région si on ne la connaît pas? Des personnes dont je vous parle, elles habitent une partie de l'année sur le continent, donc elles connaissent très très bien, elles ont leur famille aussi là-bas, donc elles parlent aussi bien de leur région respective que de la région corse, parce qu'elles sont aussi corses. Hein, Bien sûr. Comme beaucoup d'ailleurs à cheval de chaque côté de la Méditerranée. Mais après, non, vous n'avez pas de possibilité. Donc, si vous avez des enfants, c'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de guides, je dirais féminines, hein, parce qu'on a des hommes aussi, donc qui ont. Mais plus de femmes peut-être. Il y a beaucoup plus de femmes, oui. Oui, oui. Il y a une raison à ça? Bah, je pense qu'au départ, c'est peut-être par rapport à l'histoire, Parce que les femmes l'histoire parlent de plus. l'art. Oui, Non, ça c'est. non, ça c'est pas. Alors, oui, vous connaissez pas mes collègues hommes. Non, ça c'est une chose que je trouve qui est complètement fausse parce qu'il y a des hommes qui parlent 3 fois plus qu'une femme, quoi. Exactement. Non, mais voilà, ces hommes qui sont chefs de famille ont souvent des revenus à côté, comme d'ailleurs beaucoup de mes collègues féminines. Donc, si vous avez des enfants, ben, vous avez en général un compagnon, donc un conjoint, donc ça vous fait quand même 2 salaires, hein, enfin
un salaire et demi, parce qu'on ne peut pas dire qu'en étant guide, vous pouvez avoir un salaire vraiment correct tout au long de l'année. Et les femmes qui sont mères de famille, mais qui sont célibataires, elles sont obligées, mais c'est vraiment une obligation, d'avoir un second travail. C'est pas Sinon, possible. voilà. C'est pas viable. Vous ne pouvez pas vous payer un loyer, vous ne pouvez pas vous payer l'eau, l'électricité, la Bien nourriture avec seulement ce que vous gagnez, même si vous travaillez bien, avec seulement ce que vous gagnez en Corse. Et c'est un gros souci, surtout pour les plus jeunes, parce que y en a beaucoup qui sont très volontaires, qui ont envie de faire ce métier et qui sont passionnés. Et voilà, nous on essaye de les convaincre, mais après, quand ils doivent partir de chez leurs parents et puis se loger et se nourrir, c'est compliqué. C'est tout autre chose. Voilà. C'est sûr. Alors, avant de conclure cette émission, Isabelle, on va parler de quelque chose qui va, on va dire une chose qui fâche, c'est que depuis le début de l'année, votre profession était un petit peu menacée par un projet de réforme. Oui. Qui tente à déréglementer votre profession. Parlez-nous-en un petit peu. Voilà, mais il y a eu donc ces projets de réforme, c'est-à-dire c'était carrément la déréglementation totale, c'est-à-dire que tout le monde Qu'est-ce qu'on voulait vous faire? Qu'il n'y ait plus de diplôme de guide, carrément. Et pourquoi on avait décidé Ça, c'est pour essayer de niveler au niveau européen par rapport à la libre circulation des biens et des personnes, et puis qu'il n'y ait pas de niche comme ça réservée à certaines professions. Alors c'était un petit peu aberrant parce que on est peut-être une niche, on n'est pas très nombreux. La fédération nationale, c'est 950 personnes, mais on ne peut pas dire non plus qu'on gagne énormément d'argent et qu'on est des privilégiés, parce que c'est un peu comme ça que nous on l'a ressenti. C'est pas du tout le cas. Même les personnes qui travaillent à Paris et qui travaillent tout au long de l'année, on ne peut pas dire non plus qu'ils soient des privilégiés par rapport à d'autres professions. C'était pas vrai du tout. Et puis la plupart des guides, de toute façon, elles sont dans la précarité. Il faut bien le souligner. Donc tous ces problèmes ont fait que, qui viennent au départ de l'Europe, le gouvernement français a essayé de mettre, de tout niveler, mais pas par le bas. Donc on s'est beaucoup battu à travers toute la France, et beaucoup de personnes ont dit mais pourquoi vous faites ça? D'habitude, les guides, c'est pas une profession qu'on entend énormément, on n'en entend même pas parler, même si notre métier c'est de parler, mais on fait pas la une des journaux, et là ça a été le cas. Pourquoi? Parce que c'était la réforme de trop. Il y a eu la réforme en 2013, donc sur les guides conférenciers, il y a eu quelques petits soucis qui ne sont pas encore réglés là-dessus, et puis après, on a cette déréglementation qui était prévue. Alors, on s'est battu, donc on est sorti de la réforme, ça y est, ça c'est très bien. Et puis, ça a eu aussi un effet très positif, c'est-à-dire qu'au ministère de la Culture, ils se sont rendus compte qu'on était extrêmement important pour le patrimoine français en général, parce que les réunions se passent aussi à Paris. Mais pour le patrimoine en général, dans toutes les régions françaises, les députés, les sénateurs se sont mobilisés également pour beaucoup avec des questions au Parlement. Et voilà, donc on est sorti de ça. Maintenant, c'est pas tout fini au niveau de la réglementation. Ils veulent. Vous êtes toujours inquiète un petit peu parce que on est là dans le flou au niveau des formations, voilà, parce que pour avoir le diplôme de guide, il y a énormément de choses qui vont changer. On ne sait pas trop si ça va être un Master 1 ou un Master 2. Au niveau des validations des acquis par l'expérience, là aussi, ça reste très flou. Et puis le nombre d'heures qu'ils veulent faire par rapport à ce diplôme, quoi. Donc là, on reste très vigilant, parce qu'on veut que les gens qui deviennent guides soient des gens formés et diplômés, et qui puissent faire partager leur amour de leur région. Parce que voilà, on est dans une région très spécifique pour la Corse, et on ne veut pas que ça change, parce que ce qu'il y a maintenant, c'est déjà très bien. Voilà. Et on sent que vous êtes amoureuse de votre métier. Oui. Alors Isabelle Flores, on espère pour vous que cette réforme sera dans le sens où vous le souhaitez. Oui. On vous souhaite de bonnes visites pour le reste de l'année. Merci. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.